recevons Jean-Philippe Derosier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille. Et selon vous, le pass sanitaire est une façon de gérer la crise pour tenter d'éviter d'autres restrictions. L'obligation vaccinale serait acceptable constitutionnellement dans cette recherche d'équilibre entre protection de la santé publique et protection des libertés individuelles. Et pour entamer notre débat, c'est avec vous, Sonia, et la question en 28 secondes. Oui, pourquoi prendre de telles dispositions qui paraissent si difficilement applicables? Jean-Philippe Desrosiers, beaucoup de questions se posent sur la faisabilité, sur la mise en application de ces dispositions. Est-ce qu'elles vous semblent applicables? Alors, le pass sanitaire, évidemment, me semble plus applicable que l'obligation vaccinale. Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, l'obligation vaccinale, sur le plan constitutionnel, est possible. Elle existe déjà. Elle existe déjà pour les enfants, notamment. Et là, on peut la vérifier aisément, puisque pas de vaccin, pas d'école. Or, l'école est obligatoire, donc au moment de l'inscription, on vérifie si vous êtes vacciné. Pour le commun des mortels, le commun des Français, c'est beaucoup plus difficile. On ne voit pas que vous contrôlez vos papiers dans la rue, puis si vous n'êtes pas vacciné, vous emmenez de force dans un hôpital pour vous mettre une seringue dans le bras. Le pass sanitaire, effectivement, soulève un certain nombre de difficultés parce qu'il va falloir déployer des personnes qui vérifient les passes, notamment sur la question des centres commerciaux, par exemple. Si vous ne faites que le traverser, vous seriez quand même, en l'état actuel du texte, obligé de présenter le pass, ce qui peut soulever un certain nombre de difficultés s'il y a beaucoup de monde qui traverse. Et donc, ça, c'est, me semble-t-il, plus gérable pour les commerces, pour les bars, pour les restaurants, de contrôler est-ce que vous avez votre passe sanitaire, est-ce que, soit par QR code, soit simplement, on vérifie, c'est déjà le cas aujourd'hui, quand on prend l'avion, on vérifie l'état vaccinal du passager. Donc, ça me semble effectivement un petit peu plus accessible. Dans l'équation, il y a le bénéfice-risque pour la santé, mais il y a aussi le confinement. C'est-à-dire que la jeunesse, Jean-Philippe Desrosiers dont on parle, elle n'a pas eu cours, elle n'a pas eu de vie sociale, elle n'a pas eu de vie festive. Ça rentre en compte aussi, ça. Ça doit même être pris en compte. Et c'est pour ça, j'allais dire, jusqu'à la dernière phrase de mon voisin, de M. Mercier, de Maître Mercier, j'allais dire, on est à peu près tous d'accord. Mais en réalité, sur ce dernier élément de savoir de sacrifier la jeunesse, je ne vois pas en quoi le pass sanitaire sacrifierait la jeunesse. On est globalement tous d'accord parce que oui, la liberté est un des principes cardinaux de notre démocratie. Oui, il faut la sacrifier par rapport au travail, par rapport à un certain nombre d'obligations que l'on doit respecter dans la vie, dans une démocratie. Non, je ne suis pas pour une société généralisée, de surveillance généralisée. Pour le dire très clairement, à titre personnel, je n'ai jamais téléchargé tous anti-Covid, ni Stop Covid avant, ni tous anti-Covid après. Je pense que ça ne marche pas et que c'est effectivement dévié. Avant, vous étiez comme le Premier ministre, il n'avait pas fait. Effectivement, tout à fait. Il y a 2 ou 3 mois, je ne pouvais pas souscrire au pass sanitaire parce que ce n'était pas faisable. On n'avait pas de dose de vaccin. Comment pouvait-on imposer cela? On n'avait pas d'espace, de lieu de vaccination. Maintenant, on a une faisabilité pratique de la vaccination. À cela correspond une faisabilité juridique de l'encouragement à la vaccination. Effectivement, on veut encourager à la vaccination. Alors que dans les modalités, le président de la République soit toujours dans son autoritarisme qui nuit à la démocratie, qui dit « j'ai décidé, c'est comme ça », plutôt que nous proposons au Parlement, et c'est le Parlement qui décide, ça après, c'est de la négociation politique. Mais le pass sanitaire, juste je termine sur ce point-là, le pass sanitaire va effectivement permettre de préserver certaines libertés, au détriment d'autres, mais de préserver certaines libertés, de retourner en cours, d'aller dans les restaurants, d'éviter qu'ils ne ferment, etc., etc. Et ça, je pense que c'est essentiel et que ça justifie cette politique. Alors, on va voir que ce débat n'est pas nouveau. On va ouvrir notre placard à archives et on va prendre le tram de l'histoire qui nous ramène en 1964. À l'époque, il s'agit de lutter contre l'épidémie de polio. Et le gouvernement va rendre la vaccination obligatoire. Et vous allez le voir, les Français, c'est bizarre, adorent discuter des vaccins depuis assez longtemps. Est-ce que vous estimez vraiment que c'est une garantie? Enfin, puisque le corps médical en a décidé ainsi, je pense que c'est une garantie. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des risques, non? Non, je pense qu'en France, on ne donne pas un vaccin comme ceci sans avoir pris toutes les garanties. Et vous estimez donc que c'est une garantie? Ah oui, total. Et que le fait que le gouvernement l'ait rendu obligatoire est une bonne mesure? Moi je crois, oui. Voilà, non, nous n'avons pas mis des images d'actualité en noir et blanc. C'était en 1964, c'était la même discussion qu'aujourd'hui. Jean-Philippe Desrosiers, on voit quand même tout le monde dedans une dame qui dit « je ne vais pas douter de la médecine en France », alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on remet en doute cette autorité médicale.
Oui, alors là, vous avez une dame. Oui, une dame, bien sûr. Oui, oui. Et effectivement, à l'époque, en 1964, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux qui permettent de diffuser la parole de tous, de plus d'une seule dame, de faire un petit peu le buzz. Donc je ne sais pas ce que pensait l'ensemble des Français, de même que je ne sais pas ce que pense aujourd'hui l'ensemble des Français. Je ne suis pas sûr que les anti-vax soient majoritaires, que ceux qui doutent de la parole médicale soient majoritaires. 80% des Français, les Voilà. Français favorables sont. Tout à fait. Donc, bon, c'est pas, effectivement, il y a un petit peu de manifestation, et c'est leur droit de manifester leurs désaccords, leurs doutes, et c'est à ceux qui défendent la politique vaccinale d'expliquer qu'effectivement, il y a des risques. Bien sûr, il y a des risques, mais même avec des médicaments qui sont éprouvés sur le marché depuis des décennies, il y a des risques. Ces risques sont moindres par rapport aux risques encourus par l'ensemble de la population face à cette maladie. Et je rebondis sur ce qu'a dit Maître Mercier tout à l'heure, à savoir que moi non plus, je ne suis absolument pas pour l'état d'urgence, pour toutes ces mesures restrictives de liberté, pour voir dans l'enceinte de la démocratie, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, les représentants de la nation s'exprimer avec un masque. Mais précisément parce que je souhaite qu'on gère cette crise sanitaire, il faut avancer, et on nous disait on pourra la gérer à partir du moment où on aura le vaccin. Bon, si on a juste le vaccin qui reste dans les placards, on ne va pas gérer grand-chose. Il faut qu'on ait le vaccin et que les gens se vaccinent. Donc on les encourage à la vaccination, et pour les encourager à la vaccination, là aussi, personnellement, c'est très subjectif, mais je préfère qu'on me laisse le choix de savoir ce que je dois faire ou non, plutôt qu'on m'oblige à me vacciner. Et donc, le gouvernement a opté pour un encouragement à la vaccination, selon des modalités dont on peut discuter, mais qui me semblent, somme toute, en tout cas au regard du droit et au regard de la pratique, puisqu'il y a eu ce rebond de prise de rendez-vous, plutôt éprouvé et faisable. Ah, vous en parlez justement.